Le cinéma des cœurs perdus. Elina avait appris à sourire sans être heureuse. C'était devenu presque un talent. Au travail, elle souriait. Au téléphone avec sa mère, elle souriait. Quand ses amis lui demandaient si elle allait mieux, elle répondait oui, avec ce petit rire léger qui évite les questions trop profondes. Mais la vérité, c'est qu'Elina ne vivait plus vraiment. Elle avançait. Elle avait 31 ans, des yeux noisettes fatigués, une beauté douce que la tristesse rendait presque silencieuse. Pendant longtemps, elle avait cru que sa vie était déjà tracée. Un appartement à Bordeaux, un métier stable dans une agence d'architecture, un fiancé, Théo, qu'elle aimait depuis 7 ans, et un mariage prévu pour le mois de juin. Tout était prêt. La salle, la robe, les alliances, les fleurs, les invitations. Puis, 3 semaines avant le mariage, Théo avait disparu de sa vie avec une phrase simple, presque calme, qui avait détruit tout ce qu'elle croyait solide. Elina, je ne suis plus sûre de vouloir cette vie. Cette vie. Comme si elle était un meuble trop encombrant. Comme si leur amour, leurs années, leurs promesses, n'étaient qu'un projet qu'on pouvait annuler parce qu'il ne plaisait plus. Elle avait d'abord cru à une crise. Elle avait voulu discuter, comprendre, réparer. Mais Théo n'avait plus rien à réparer. Il avait déjà pris sa décision avant même de la regarder dans les yeux. Quelques jours plus tard, Elina avait appris qu'il était parti vivre chez une collègue. Pas une erreur. Pas une peur. Une trahison. Alors elle avait tout quitté pendant un mois. Elle avait demandé un congé, fermé son appartement, laissé la robe de mariée dans une housse au fond d'un placard et pris la route sans vraiment savoir où aller. Elle s'était arrêtée dans une petite ville au bord d'un lac, entre montagnes et pluie fine. Une ville discrète, presque oubliée, où les rues sentaient le bois mouillé, le café chaud et les souvenirs. La maison qu'elle louait se trouvait près d'un vieux cinéma abandonné. Sur la façade, on lisait encore en lettres effacées. Le Majestic. Le bâtiment semblait endormi depuis des années. Les affiches anciennes derrière les vitres étaient jaunies. La porte principale était fermée par une chaîne rouillée. Au-dessus de l'entrée, une enseigne cassée pendait légèrement, comme si elle hésitait encore entre tomber et résister. Chaque soir, Elina passait devant ce cinéma. Elle ne savait pas pourquoi il l'attirait autant. Peut-être parce qu'il lui ressemblait. Beau autrefois, fermé maintenant, plein d'histoires que personne ne venait plus regarder. Un soir de pluie, alors qu'elle rentrait avec un sac de courses, elle entendit de la musique. Elle s'arrêta net. Une mélodie de piano sortait du vieux cinéma. Douce, triste, magnifique. Pas une musique parfaite. On entendait parfois une note hésitante, une respiration, une pause. Mais justement, c'était cette fragilité qui rendait la mélodie bouleversante. Elina s'approcha de la porte. La chaîne était ouverte. Son cœur accéléra. Elle savait qu'elle n'aurait pas dû entrer. Ce n'était pas prudent. Ce n'était pas chez elle. Mais la musique semblait l'appeler. Elle poussa doucement la porte. À l'intérieur, l'air sentait la poussière, le velours ancien et le temps arrêté. Le hall était sombre. Des morceaux de plafond s'étaient effrités. Les guichets étaient vides. Une vieille affiche déchirée annonçait un film romantique sorti 15 ans plus tôt. La musique venait de la grande salle. Elina avança lentamente. Quand elle entra, elle vit un homme assis sur la scène, devant un vieux piano droit. Il avait les cheveux châtains, une barbe courte, un manteau noir posé sur ses épaules. Il jouait les yeux fermés, comme s'il parlait à quelqu'un que lui seul pouvait voir. Elina resta immobile. Puis son pied fit craquer une planche. La musique s'arrêta. L'homme ouvrit les yeux. « Vous êtes perdu ?» demanda-t-il. Sa voix était grave, mais sans agressivité. Elina sentit ses joues chauffer. « Je suis désolée. J'ai entendu la musique. La porte était ouverte. » Il la regarda quelques secondes. Elle ne l'est jamais par hasard. Pardon? Il posa les mains sur ses genoux. Rien. Une vieille phrase que disait mon père. Elina aurait dû partir. Mais quelque chose dans cet homme, dans ce lieu, dans cette musique, l'empêchait de bouger. Vous jouez souvent ici? Demanda-t-elle.
quand je n'arrive pas à dormir. Et ça arrive souvent. Il eut un léger sourire. Depuis quelques années, oui. Le silence tomba dans la salle. Dehors, la pluie frappait les vitres cassées. Sur les sièges rouges couverts de poussière, on aurait dit que des fantômes attendaient le début d'un film. Je m'appelle Elina, dit-elle. Maëlle. Il ne tendit pas la main. Elle non plus. Ils restèrent à distance, comme deux personnes qui savaient déjà que certains rapprochements peuvent changer une vie. Vous êtes musicien? Demanda Elina. Je l'étais. Vous ne l'êtes plus? Maëlle regarda le piano. Disons que je joue encore, mais je ne joue plus pour personne. Cette phrase entra dans le cœur d'Elina avec une étrange douceur. Elle aussi, depuis Théo, avait l'impression de ne plus vivre pour personne. Même pas pour elle. C'était beau, dit-elle. Maëlle baissa les yeux. C'était incomplet. Peut-être, mais c'est pour ça que c'était beau. Il releva le regard. Pour la première fois, Elina sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Pas un coup de foudre. Pas encore. Juste une petite lumière. Minuscule. Presque honteuse. Vous voulez écouter la suite? Demanda-t-il. Elle aurait pu dire non. Elle dit oui. Alors Maëlle recommença à jouer. Elina s'assit au milieu de la salle, sur un fauteuil poussiéreux. Elle posa son sac de course à ses pieds, oublia la pluie, oublia l'heure, oublia même la douleur pendant quelques minutes. La mélodie racontait quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Une rencontre, une perte, une attente, puis une promesse qui refusait de mourir. Quand il termina, Elina avait les larmes aux yeux. Maëlle la vit, mais ne fit aucun commentaire. Il se contenta de refermer doucement le couvercle du piano. Vous devriez rentrer, dit-il. Il fait froid ici. Oui. Elle se leva. Avant de sortir, elle se retourna. Vous reviendrez? Il la regarda longtemps. Peut-être. Le lendemain soir, Elina repassa devant le cinéma. La porte était fermée. Elle ressentit une déception ridicule. Le surlendemain aussi. Puis, le quatrième soir, la musique revint. Cette fois, elle entra sans hésiter. Maëlle était là. Vous êtes revenu, dit-il. Vous aussi. Il sourit. À partir de ce soir-là, ils prirent l'habitude de se retrouver au Majestic. Au début, ils parlaient peu. Ils jouaient, elle écoutait. Puis, peu à peu, les mots vinrent. Elina lui raconta son métier, son amour pour les bâtiments anciens, les maisons qu'elle aimait restaurer sur papier avant qu'elles ne disparaissent réellement. Elle lui parla de Bordeaux, de son appartement, de la robe de mariée qu'elle n'avait pas eu la force de jeter. Elle ne parla pas tout de suite de Théo. Maëlle, lui, racontait le cinéma. Le Majestic avait appartenu à son père. Dans son enfance, il y passait tous ses mercredis. Il connaissait chaque siège, chaque couloir, chaque fissure du plafond. Sa mère vendait les tickets, son père lançait les films et lui rêvait de devenir compositeur pour le cinéma. Ce lieu était vivant, disait-il. Les gens venaient ici pour tomber amoureux, pour pleurer dans le noir, pour oublier leur vie pendant 2 heures. Et pourquoi il a fermé? Maëlle regarda autour de lui. Les dettes, les grands complexes, la maladie de mon père, puis sa mort. Je suis désolée. Moi aussi. Il parlait de son père avec tristesse, mais pas seulement. Il y avait autre chose. Une culpabilité profonde. Un soir, Elina trouva une vieille affiche pliée derrière un comptoir. Elle la déplia doucement. On y voyait une femme en robe blanche, debout sous la neige, face à un homme qui partait en train. Elle est magnifique, dit-elle. Maëlle s'approcha. Son visage changea. Pose ça. Elina sursauta. Pardon? Pose cette affiche. Sa voix était sèche. Elle obéit. Un malaise passa entre eux. Je ne voulais pas. Ce n'est rien. Mais ce n'était pas rien. Après ça, Maëlle devint distant. Il joua moins.
Il répondait par phrases courtes. Il semblait regretter de l'avoir laissé entrer dans son monde. Elina reconnut ce mouvement. Le retrait. Le silence avant l'abandon. Elle décida de ne plus revenir. Elle tint 2 jours. Le 3e, elle passa devant le cinéma et vit la porte ouverte. Pas de musique, juste une lumière faible dans le hall. Elle entra. Maël était assis par terre, au milieu de vieilles bobines de film. Il tenait l'affiche dans les mains. Elle s'appelait Sarah, dit-il sans la regarder. Elina comprit qu'il parlait de la femme sur l'affiche. Qui était-elle? Maël ferma les yeux. Mon premier amour, et la dernière personne qui a cru en moi avant que je me détruise. Elina s'assit doucement près de lui. Il continua. On devait partir à Paris ensemble. Elle voulait être actrice. Moi, je voulais composer des musiques de films. On avait 24 ans, des rêves ridicules et aucune peur. Mon père était malade, le cinéma allait mal, mais moi je voulais fuir. Je voulais ma vie. Il inspira difficilement. Le soir où on devait prendre le train, mon père a fait un malaise. Je suis restée. Sarah m'a attendue sur le quai. Je ne suis jamais venue. Elina sentit son cœur se serrer. Tu l'as revue? Une fois, 3 ans plus tard. Elle était devenue actrice de théâtre. Elle m'a dit qu'elle m'avait attendue toute la nuit. Pas seulement le train. Elle m'avait attendu moi. Une explication. Un appel. Une lettre. N'importe quoi. Pourquoi tu ne l'as pas appelée? Maël eut un rire sans joie. Parce que j'avais honte. Et plus le temps passait, plus ma honte devenait grande. Alors je l'ai appelée Destin. Cette phrase toucha Elina comme une flèche. Et ensuite, elle est morte dans un incendie, dans un théâtre à Marseille. Un accident. J'ai appris ça par un article. Je n'avais même plus le droit d'être triste officiellement. Il replia l'affiche avec une douceur infinie. Depuis, je viens ici. Je joue pour elle. Pour mon père. Pour tout ce que je n'ai pas su choisir. Elina resta silencieuse. Elle aurait voulu lui dire que ce n'était pas sa faute, que la vie était compliquée, qu'il avait fait ce qu'il pouvait. Mais elle savait que certaines douleurs ne veulent pas être corrigées. Elles veulent seulement être entendues. Alors elle posa sa main près de la sienne, sans la toucher. Moi, dit-elle doucement, j'étais celle qu'on abandonne sur le quai. Maël tourna la tête vers elle. Et cette nuit-là, Elina lui raconta Théo. Tout. La demande en mariage. Les préparatifs. Les doutes qu'elle avait sentis mais ignorés. Le matin où il était parti. La collègue. La honte. La colère. L'impression d'avoir été remplacée avant même d'avoir été quittée. Maël l'écouta comme elle l'avait écouté. À la fin, il dit « Ce qu'il t'a fait ne dit rien de ta valeur. Ça dit seulement son incapacité à être courageux. » Elina sentit ses yeux se remplir de larmes. « Est-ce que tu as fait à Sarah ?» Maël baissa la tête. « Ça dit la même chose de moi. » Elle le regarda. « Alors peut-être que tu n'as pas besoin de te punir toute ta vie. Peut-être que tu peux devenir l'homme que tu aurais voulu être ce soir-là. » Il ne répondit pas. Mais quelque chose dans son regard changea. Les semaines suivantes, leur lien devint plus fort. Elina venait parfois avec du café. Maël apportait des couvertures parce que la salle était glaciale. Ils nettoyèrent une partie du hall, presque sans s'en rendre compte. Elle dessina des plans pour imaginer ce que le Majestic pourrait redevenir. Lui retrouva d'anciennes partitions et recommença à composer. Un soir, Elina accrocha une guirlande lumineuse au balcon de la salle. « Tu fais quoi ?» demanda Maël. « Je rends un peu de ciel à ton cinéma. » Il la regarda monter sur l'escabeau, concentrée, les cheveux attachés n'importe comment, une poussière blanche sur la joue. Et il tomba amoureux. Pas violemment, pas comme une tempête. Comme quelqu'un qui ouvre une fenêtre dans une pièce fermée depuis des années et qui réalise soudain qu'il manquait d'air. Elina aussi le sentit. Dans la manière qu'il avait de poser son manteau sur ses épaules sans un mot. Dans sa façon de retenir son regard une seconde de trop. Dans les silences qui ne faisaient plus peur. Un soir de neige, il lui joua une nouvelle mélodie.
Elle n'a pas de titre, dit-il. Elina écouta. Ce n'était plus une musique de deuil. C'était encore triste, mais traversé de lumière. Une musique qui avançait malgré tout. Quand il termina, elle murmura. « Celle-là, tu ne l'as pas écrite pour Sarah. » Maëlle la regarda. « Non. Pour qui alors ?» Il se leva lentement. « Pour la femme qui m'a donné envie de finir une chanson. » Elina sentit son cœur battre si fort qu'elle en eut presque peur. Maëlle s'approcha. Il ne la toucha pas tout de suite. Il attendit, comme s'il voulait lui laisser le choix jusqu'au bout. Alors Elina fit le dernier pas. Leur premier baiser eut lieu dans un vieux cinéma abandonné, sous une guirlande mal accrochée, au milieu de fauteuils poussiéreux et de souvenirs blessés. Ce ne fut pas un baiser parfait. Il tremblait, mais il était vrai. Et pour Elina, après tant de mensonges, la vérité était devenue la plus belle chose du monde. Pendant quelques jours, elle crut que le bonheur pouvait être simple. Puis Théo revint. Il l'attendait devant la maison qu'elle louait, un matin froid, les mains dans les poches, le visage fatigué. Elina s'arrêta net. « Qu'est-ce que tu fais là ? » ?»« Je devais te voir. »« Non, tu voulais me voir. Ce n'est pas pareil. » Il baissa les yeux. « Tu as raison. » Elle voulut passer, mais il ajouta. « Je l'ai quitté. » Elina ferma les yeux une seconde. « Ne me dis pas ça comme si c'était un cadeau. Je sais que j'ai tout détruit. » « Oui, mais je t'aime encore. » Ces mots, elle les avait attendus pendant des mois. Elle avait rêvé qu'il revienne, qu'il s'excuse, qu'il comprenne, qu'il la choisisse enfin. Mais maintenant qu'il était là, quelque chose en elle restait calme. Triste, mais calme. « Tu m'aimes parce que tu m'as perdu, Théo. Ce n'est pas la même chose que m'aimer quand j'étais là. » Il eut les yeux rouges. « Je peux changer. Peut-être, mais pas dans mes bras. » Il recula comme si elle venait de lui enlever le dernier espoir. « Il y a quelqu'un ?» Elina pensa à Maëlle, à son piano, à sa douleur, à ses efforts, à sa manière de ne jamais promettre trop, mais de tenir ce qu'il disait. Oui. Théo serra les dents. Déjà, Elina sentit la colère monter. Tu n'as pas le droit de dire déjà. Tu es partie avant même de partir. Tu avais commencé une autre histoire pendant que je choisissais encore les fleurs de notre mariage. Il ne répondit pas. Je ne t'appartiens plus, Théo, et peut-être que je ne t'ai jamais appartenu. Elle rentra sans se retourner. Mais Maëlle vit son trouble le soir même. Il est revenu, n'est-ce pas? Elina se figea. Comment tu sais? Parce que tu as la tête de quelqu'un qui vient de croiser son ancienne douleur. Elle s'assit près de lui. Il veut recommencer. Maëlle ne dit rien. Je lui ai dit non. Il hocha la tête, mais son regard se voila. Tu es sûre? La question blessa Elina. Pourquoi les hommes demandent toujours à la femme blessée d'être sûre? Pourquoi ce n'est jamais à vous d'être sûre avant de nous détruire? Maëlle ferma les yeux. Pardon. Je ne suis pas Sarah. Il releva la tête. Elle regretta aussitôt ces mots, mais ils étaient sortis. Le visage de Maëlle se ferma. Non, tu ne le haises pas. Mel, tu as raison, et c'est peut-être pour ça que je dois faire attention. Faire attention à quoi? À ne pas remplacer une histoire inachevée par une autre. Elina sentit son cœur se glacer. C'est comme ça que tu me vois? Non. Alors regarde-moi vraiment. Il resta silencieux. Elle comprit qu'il avait peur. Peur d'aimer. Peur de trahir le passé. Peur de lui faire du mal. Peur qu'elle reparte. Mais cette peur, au lieu de les protéger, commençait déjà à les séparer. Elina se lève. Je ne veux plus supplier quelqu'un de me choisir clairement. Elle partit. Pendant une semaine, elle ne retourna pas au Majestic. Maëlle n'appela pas. Elina souffrit plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ce n'était pas la même douleur qu'avec Théo. Théo avait cassé une promesse. Maëlle, lui,
avait réveillé une espérance. Et une espérance qui s'éteint fait parfois plus mal qu'un amour qui meurt. Le 8e jour, une vieille femme frappa à sa porte. Elle avait des cheveux blancs attachés en chignon, un manteau violet et des yeux très vifs. « Vous êtes Elina ?»« Oui. Je m'appelle Hélène. J'étais la mère de Sarah. » Elina resta sans voix. Hélène entra avec une dignité calme. Elle observa les dessins d'Elina posés sur la table, notamment les plans du Majestic. « Vous aimez ce cinéma ?» dit-elle. « Je crois, oui. Et vous aimez Maël ?» Elina ne répondit pas. Hélène sourit tristement. « Ma fille l'a aimé aussi, mais elle ne l'aurait jamais voulu prisonnier de son souvenir. » Elle sortit une petite boîte de son sac. « Sarah m'avait laissé ceci. Je l'ai gardé longtemps. Trop longtemps peut-être. » Dans la boîte, il y avait une vieille cassette audio. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Elina. « Un message. Pour Maël. Enregistré quelques semaines avant sa mort. Elle n'a jamais osé lui envoyer. Après l'accident, je n'ai pas eu le courage. Pourquoi me le donner à moi? Parce que Maël ne viendra pas me voir. Il a trop honte. Mais il vous écoutera peut-être. » Elina secoua la tête. « Je ne veux pas être celle qui répare tous les hommes brisés. » Hélène posa doucement sa main sur la sienne. « Alors ne le réparez pas, donnez-lui seulement ce qui lui appartient. Après, ce sera à lui de devenir vivant ou de rester un fantôme. » Le soir même, Elina alla au Majestic. Maël était sur scène, mais il ne jouait pas. Quand il la vit, il se leva. « Elina. » Elle sortit la cassette. « Hélène est venue me voir. » Il pâlit. « La mère de Sarah ?» ?»« Oui, elle m'a donné ça. » Maël regarda l'objet comme s'il contenait une explosion. « Je ne peux pas. »« Tu peux, mais tu as le droit d'avoir peur. » Elle trouva un vieux lecteur dans la cabine de projection. Par miracle, il fonctionnait encore. La cassette grésilla. Puis une voix féminine remplit la salle. Une voix douce, jeune, légèrement rieuse. « Maël, je ne sais pas si je t'enverrai ce message. Peut-être que non. Peut-être que je suis trop fière. Peut-être que je suis encore trop en colère. Je t'ai attendu sur ce quai, toute la nuit. J'ai pleuré, je t'ai détesté, je t'ai aimé encore, puis j'ai fini par monter dans un train sans toi. Pendant longtemps, j'ai cru que tu m'avais abandonné parce que tu ne m'aimais pas assez. Aujourd'hui, je crois que tu m'aimais, mais que tu ne savais pas être courageux. Ça m'a fait mal, très mal. Mais je ne veux pas que tu passes ta vie à payer pour une nuit. Je vais bien, tu sais. Je joue au théâtre. Je rate parfois mes entrées. Je ris encore trop fort. Je pense à toi quand j'entends un piano. Mais je vis. Alors toi aussi, vis. Si un jour tu aimes quelqu'un d'autre, ne te cache pas derrière moi. Je ne veux pas devenir une excuse triste dans ta bouche. Je veux rester une chanson, pas une prison. Et si un jour tu termines cette mélodie que tu avais commencée pour le film qu'on n'a jamais fait, joue-la devant quelqu'un qui t'aime vraiment. Ce sera ma manière de te pardonner. Sarah. » La cassette s'arrêta. Maël resta debout, immobile, les yeux pleins de larmes. Puis il s'effondra sur un fauteuil du premier rang. Elina ne bougea pas. Elle ne courut pas le consoler. Elle ne voulait pas sauver à sa place ce qu'il devait traverser lui-même. Après un long silence, Maël leva les yeux vers elle. « Je t'ai fait mal. »« Oui. » »« Parce que j'ai eu peur. »« Oui. » »« Ce n'est pas une excuse. »« Non. » Il essuya ses larmes. « Je ne veux plus être cet homme-là. » Elina sentit son cœur trembler. « Alors ne le dis pas seulement. Deviens-le. » Maël se leva. Il monta sur scène, ouvrit le piano, posa ses mains sur les touches. « Reste, dit-il doucement. Pas pour toujours. Juste le temps d'écouter. » Alors il joua. La mélodie qu'il n'avait jamais terminée. Au début, elle était fragile, presque cassée. Puis elle monta, plus forte, plus lumineuse. On y entendait Sarah, le quai, le regret. Mais on y entendait aussi Elina, la pluie,
le vieux cinéma, la possibilité d'un avenir. Quand la dernière note résonna, Elina pleurait. Maël descendit de scène. « Je t'aime, dit-il. » Elle ferma les yeux. « Ne dis pas ça parce que tu as peur que je parte. Je le dis parce que c'est vrai, et parce que si je me tais maintenant, je redeviens l'homme du quai. » Elina rouvrit les yeux. « Je t'aime aussi, mais je ne veux pas d'un amour qui tremble à chaque fantôme. » « Alors on leur fera une place juste, dit Maël. Pas entre nous, derrière nous. » Cette fois, quand il la prit dans ses bras, il ne tremblait plus de peur. Il tremblait de vérité. Quelques mois plus tard, le Majestic rouvrit ses portes. Pas comme avant. Mieux qu'avant. Elina avait dessiné les plans de rénovation. Maël avait composé une musique originale pour la soirée d'ouverture. Les habitants étaient venus aider. Certains avaient repeint les murs. D'autres avaient réparé les fauteuils. Rose, la boulangère du coin, avait offert des paniers de brioches. Hélène avait donné une photo de Sarah, qui fut accrochée discrètement dans le hall, près d'une affiche restaurée. Le soir de l'ouverture, la ville entière semblait réunie devant le cinéma. L'enseigne brillait de nouveau. Le Majestic. Elina portait une robe verte simple. Maël, un costume noir un peu trop grand. Il était nerveux. Elle le voyait à sa manière de toucher sans cesse sa manche. « Tu vas être parfait, lui dit-elle. »« Je ne veux pas être parfait. » Elle sourit. « Alors sois présent. » Il lui prit la main. « Ça, je peux. » La salle était pleine. Avant le film, Maël monta sur scène. Le vieux piano était là, restauré lui aussi. Il regarda le public, puis Elina. « Ce lieu a été fermé pendant des années, dit-il. Je croyais que c'était parce qu'il était trop abîmé. Mais parfois, ce qui est abîmé n'attend pas d'être détruit. Ça attend quelqu'un qui croit encore qu'une lumière peut se rallumer. » Sa voix trembla légèrement. « Cette musique est pour ceux qui ont attendu sur un quai, pour ceux qui ne sont jamais venus, pour ceux qui ont pardonné, pour ceux qui ont recommencé. » Puis il joua. Dans la salle, personne ne parla. Elina sentit les larmes couler sur ses joues. Pas des larmes de douleur, des larmes de délivrance. À la fin, le public se leva. Maël regarda Elina. Et cette fois, devant tout le monde, il n'eut pas peur de l'aimer. Un an plus tard, Elina reçut une proposition de travail à Paris. Un grand cabinet d'architecture voulait l'embaucher pour restaurer des lieux historiques. C'était l'opportunité qu'elle aurait rêvé d'avoir avant. Elle hésita pendant des semaines. Maël ne lui demanda pas de rester. Pas une seule fois. Un soir, elle lui dit « Tu n'as pas peur que je parte ?» Il répondit « Si, mais je t'aime trop pour transformer ma peur en cage. » Cette phrase décida Elina plus que n'importe quelle promesse. Elle refusa Paris. Pas pour Maël. Pour elle. Parce qu'elle avait compris que sa vie n'était plus dans les grandes vitrines, les beaux contrats et les villes où elle avait appris à faire semblant. Sa vie était ici, dans ce cinéma revenu de loin, dans cette ville au bord du lac, dans cet amour imparfait mais vrai. Elle ouvrit son propre atelier de rénovation. Maël composa pour des films indépendants. Le Majestic devint un lieu célèbre dans la région. On y projetait des vieux films, on y organisait des concerts, des soirées poésie, des rencontres d'artistes. Les gens disaient souvent « Il y a une âme ici ». Elina répondait « Oui, même plusieurs ». Un soir d'hiver, Maël emmena Elina dans la grande salle vide. Sur l'écran, il avait projeté une image, le quai d'une gare, sous la neige. Puis l'image changea. On vit le Majestic avant les travaux. Puis le piano. Puis Elina, sans qu'elle sache qu'il avait filmé, en train de dessiner dans le hall, les cheveux en bataille, concentrée, magnifique. Maël. Il se plaça devant elle. J'ai passé ma vie à regretter un train que je n'avais pas pris. Puis tu es arrivé, et j'ai compris que parfois, la vie ne nous demande pas de retourner sur l'ancien quai. Elle nous demande d'avoir le courage de monter dans un nouveau départ. Il sortit une petite boîte de sa poche. Elina porta une main à son cœur. Je ne te demande pas de réparer mon passé, continua-t-il. Je ne te demande pas de promettre une vie sans peur.
Je te demande seulement de marcher avec moi, même quand la musique hésite. » Il ouvrit la boîte. Une bague fine, avec une petite pierre verte. « Elina, veux-tu devenir ma maison, mon cinéma, ma chanson préférée et mon plus beau courage ?» Elle pleurait déjà. C'est beaucoup de responsabilité. Il rit, les yeux mouillés. Je peux réduire la phrase. Elle s'agenouilla devant lui à son tour, pour être à sa hauteur. Non, garde-la. Elle est ridicule, mais elle est belle. C'est un oui? Elle posa son front contre le sien. Oui, Maëlle, 1000 fois oui. Ils se marièrent au Majestic. Pas dans une grande mairie froide, pas dans une salle impersonnelle. Dans ce cinéma qu'ils avaient vu tomber, résister, se chercher et se retrouver. Elina entra dans la salle au bras de sa mère, pendant que Maël jouait lui-même quelques notes au piano avant de se lever pour l'attendre. Elle ne portait pas l'ancienne robe. Celle-là appartenait à une femme qui avait failli épouser quelqu'un qui ne savait pas l'aimer. Sa nouvelle robe était simple, lumineuse, fluide. Elle avançait entre les rangées de fauteuils rouges, sous les regards émus des invités. Hélène était au premier rang. Elle souriait à travers ses larmes. Théo n'était pas là. Mais quelques jours avant, il avait envoyé une lettre. Elina ne l'avait lue qu'une fois. Il lui souhaitait d'être heureuse. Elle l'avait rangée sans colère. C'était fini. Vraiment fini. Au moment des vœux, Maël prit les mains d'Elina. « Je t'ai rencontrée dans un lieu abandonné, dit-il. Et je croyais que c'était toi qui étais venue écouter ma musique. Mais aujourd'hui, je crois que c'est mon silence qui t'attendait. Tu m'as appris qu'aimer, ce n'est pas oublier ceux qu'on a perdus. C'est arrêter de leur demander la permission d'être vivant. » Elina pleurait doucement. Puis elle parla à son tour. « Quand je suis arrivée ici, je croyais que ma vie s'était arrêtée à cause d'un homme qui n'avait pas su me choisir. Et puis je t'ai rencontré. Toi non plus, tu ne savais pas encore choisir la vie. Alors on a appris ensemble, lentement, avec nos blessures, nos peurs, nos maladresses. Je ne veux pas d'un amour parfait. Je veux un amour qui revient, qui parle, qui reste, qui rallume les lumières. » Dans la salle, personne ne retenait ses larmes. Quand ils s'embrassèrent, l'écran derrière eux s'alluma. On y voyait le Majestic, de nuit, toutes portes ouvertes, brillant dans la pluie. Et en bas de l'image, une phrase apparut. Même les lieux abandonnés peuvent redevenir des commencements. Des années plus tard, certains habitants racontaient encore leur histoire. Ils disaient qu'une femme au cœur brisé était entrée un soir dans un cinéma abandonné parce qu'elle avait entendu une mélodie. Ils disaient qu'un homme prisonnier d'un ancien regret avait retrouvé le courage d'aimer grâce à elle. Ils disaient que le Majestic n'était pas seulement un cinéma, mais un endroit où les âmes fatiguées retrouvaient parfois leur lumière. Elina, elle, ne racontait jamais l'histoire de cette façon. Quand on lui demandait comment elle avait rencontré Maël, elle souriait simplement. « J'ai suivi une musique sous la pluie. » Et Maël ajoutait toujours. « Et moi, j'ai compris ce soir-là que certaines personnes n'entrent pas dans votre vie. Elles rallument la salle. » Puis ils se regardaient. Et dans leurs yeux, il y avait tout. La douleur traversée, les trains manqués, les silences brisés, les fantômes apaisés, le cinéma sauvé. Et cet amour rare, profond, imparfait, magnifique, qui n'avait pas commencé par une promesse, mais par une note de piano dans le noir.